Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Et bonjour Paul Moreira. Merci Bonjour. d'être avec nous. Vous êtes journaliste d'investigation, producteur. Dimanche prochain à 21h05 sur France 5. Et c'est également disponible sur la plateforme de France.tv. Opioïdes, business et addiction. C'est dans le cadre de l'émission Le Monde en face. Ça traite, pour donner une image de ce dont on va parler, ce sont ces images de zombies qu'on a pu voir régulièrement dans les JT, dans certains reportages sur les victimes des opioïdes, le fentanyl, l'oxycontin. Vous êtes intéressé à ceux qui ont mis en place ces médicaments, comment ils ont pu en toute impunité inonder en particulier les États-Unis, comment cette stratégie était calculée, et ce documentaire est vertigineux parce qu'on comprend, on comprend un petit peu comment tout ça a été mis en place. D'où est-ce que vous êtes parti? On le disait juste avant, il y a eu des reportages faits sur les victimes, sur les produits en tant que tels, mais pas sur cette organisation et sur Purdue Pharma, qui est cette société qui a produit l'oxycontin. L'oxycontin, oui, Ouais. qui était la première molécule. Oui, en fait, moi je me suis intéressé à qui a empoisonné ces fameux zombies qu'on a tous vus ou sur Internet ou à la télévision. Et en fait, c'est vrai que dans la tête des gens flotte un peu l'idée que c'est les narco-mexicains. Le même Trump a fait plusieurs déclarations sur la responsabilité qui est portée par le sud de la frontière, les étrangers, les latinos, etc. Et en réalité, moi, mon souci, c'était de remettre les choses à l'endroit. Comme disait Edouard Galliano dans son bouquin, remettre le monde à l'endroit et de montrer qu'en réalité, cette épidémie qui a commencé il y a 30 ans, elle a commencé dans des conditions tout à fait légales, menée par une entreprise tout à fait légale, détenue par une famille qui s'appelait les Sackler, qui étaient des philanthropes, des gens extrêmement bien vus de la grande bourgeoisie new-yorkaise, et qui sont en fait, l'histoire le prouvera, des dealers en costume. Oui, mais est-ce que c'est un hasard? C'est-à-dire, il crée une molécule qui soulage, qui fait qu'on n'a plus mal, no pain, et d'un seul coup, on s'aperçoit que, en fait, c'est un dérivé d'un tas de drogues et que derrière, on devient très accro. Mais est-ce que eux, ils avaient mesuré qu'on devenait très accro au moment où ils lancent le médicament? Officiellement, non. Mais en réalité, oui, parce que les opioïdes... ils savaient que c'était très accro dès le départ? Bien sûr, les opioïdes sont une substance qui est totalement addictive, c'est connu. Ils avaient, pour rassurer les médecins, ils avaient fait un petit clip vidéo qu'ils avaient envoyé à des milliers de médecins américains, où il y avait un monsieur très bien en cravate qui disait: cette substance n'est pas addictive. Il n'y a que 1% des gens qui sont addictifs, qui se retrouvent intoxiqués à ce truc-là. Et quand les médecins ont commencé à voir qu'ils avaient non pas 1% des patients qui étaient addicts, mais la quasi-totalité de leurs patients qui n'en pouvaient plus, il leur fallait des pilules. Ils ont envoyé une autre bande vidéo avec un autre médecin corrompu qui disait: mais c'est pas de l'addiction, c'est de la pseudo-addiction. Ils ont l'air d'être addicts, mais ils sont juste pseudo-addicts. Il suffit d'augmenter les doses. Mais ce qui est fascinant, c'est l'organisation de Purdue, justement, des Sackler, la façon dont ils ont inventé le marketing médical. Et c'est eux qui ont inventé le Valium. Absolument. C'est une petite famille, trois frères qui arrivent d'Europe de l'Est et qui inventent le marketing médical. Mais il faut savoir qu'effectivement, il y a plus de 500 000 morts, c'est ça. Alors c'est difficile à évaluer, mais c'est entre 500 000 et 1 million. Ouais. On va parler des coulisses de ce reportage, comment vous avez réussi à convaincre ce médecin qui lui-même a prescrit de l'oxycontin, et cette femme qui a été l'une des commerciales, puisqu'il y avait des commerciales qui étaient envoyées partout aux États-Unis pour convaincre les médecins de le prescrire. Mais tout de suite, c'est le zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. On le voit dès le début de votre documentaire, Paul Moreira, Donald Trump s'est donné comme mission d'éradiquer les narcotrafiquants. On en parlera avec vous, avec le trafic de fentanyl et des Mexicains. Mais sa nouvelle cible en ce moment, c'est le Venezuela. Et hier, il a préparé l'armée pour aller combattre ces trafiquants vénézuéliens. Reportage. Des hélicoptères de l'armée américaine repérés la semaine dernière à moins de 140 km des côtes vénézuéliennes. Officiellement un entraînement, mais c'est une menace explicite. Car après avoir ciblé en mer des Caraïbes 5 bateaux soupçonnés de transporter de la drogue, Donald Trump se dit désormais prêt
a frappé au sol au Venezuela, au nom de la guerre contre ce qu'il appelle le narcoterrorisme. On y a quasiment mis fin sur la mer. Maintenant, on va le faire à terre. Pour 2 raisons. D'abord, ils ont envoyé leurs criminels chez nous, aux États-Unis. Et puis, il y a la drogue. On a beaucoup de drogue qui arrive du Venezuela. 10 000 soldats, 8 vaisseaux de guerre et un sous-marin américain sont déjà déployés dans la région. Et Donald Trump confirme avoir autorisé des opérations clandestines de la CIA au Venezuela. Le président Maduro dénonce des tentatives de coup d'État à son encontre et met en garde contre un conflit ouvert. Non à la guerre. On ne veut pas d'une guerre dans les Caraïbes ou en Amérique du Sud. Trump, c'est vraiment le porte-drapeau contre le narcotrafic ? Alors, l'épidémie de fentanyl est un truc énorme aux États-Unis. Il n'y a jamais eu autant de victimes de l'histoire du pays. Donc c'est quelque chose de politique. Il faut agir. Et dès le début, dès février, d'ailleurs, c'est comme ça qu'on ouvre cette série documentaire en montrant que Donald Trump reconnaît envoyer des drones au-dessus du Sinaloa, qui est donc la région du Mexique où est produite la majorité du fentanyl. Donc oui, il y a une logique de guerre. Moi, maintenant, très honnêtement, j'ai passé 1 an et demi à travailler sur cette question-là. Je n'ai jamais entendu parler de cartel vénézuélien qui envoie du fentanyl aux États-Unis. Tout ce qui est attrapé pour l'instant, enfin, sous réserve de confirmation de la DEA, de la Drug Enforcement Agency, mais je les ai pas beaucoup entendus là-dessus. Mais pour moi, tout ce qui arrive aux États-Unis aujourd'hui en termes de fentanyl vient des cartels mexicains, et même plus tellement du cartel de Sinaloa, mais de Juarez, Nueva Generación et de gens qui sont au Mexique, pas au Venezuela. Comme aurait pu dire Sacha Distel, Valérie, toutes les taxes tombent sur moi avec le nouveau budget, et je suis pas sûr qu'on ait des parapluies pour nous protéger. Et s'il n'y a pas d'amendement dans ce budget, je sais pas ce qui va calmer l'orage. Dans l'amendement, il y a le mot amende, et à Helsinki, dans la capitale de la Finlande, vous allez voir que les amendes sont proportionnelles à vos revenus. Résultat, pour les amendes, 0 mort. Ils ont 0 mort sur leur route, les Finlandais. Mais l'État se remplit quand même les poches. Écoutez bien. Sur le périphérique, comme dans le centre-ville d'Helsinki, aucun mort sur les routes, grâce à une tolérance zéro et un système d'amende jamais vu. Démonstration lors de ce contrôle routier. Vous avez dépassé de 3 km/h. Ça fait une contravention de 140 €. 140 € pour un petit excès de vitesse, et les amendes peuvent être bien plus salées. Cet automobiliste a été contrôlé à 120 km/h alors que la limitation sur cette 4 voies est à 80. Il écope d'un retrait de permis d'1 mois. Je vous donne 1 heure pour rentrer chez vous. Et le montant de la contravention va être particulièrement douloureux. C'est 2176 €. C'est terrible. Ça me rappelle qu'on doit respecter les limitations de vitesse. Ça fait très mal, et donc vous retenez la leçon. Car en Finlande, les amendes sont proportionnelles aux revenus. Si vous avez un gros salaire, vous payez de grosses amendes. Moi, la plus forte contravention que j'ai donnée, c'est 19 500 €. Ça fait cher le dépassement. Vous comprenez pourquoi ils ont 0 mort. Si vous payez 19 000 €, je peux vous dire que vous appuyez moins sur le champignon. En ce vendredi, je vous présente, je sais que vous l'avez aimé Valérie, la vidéo de la semaine. Que dis-je ? Le buzz de la semaine avec notre nouveau ministre chargé de la ruralité. La vidéo, c'est la vidéo pour le week-end, donc je vous l'ai mis parce que j'avais pas eu le temps de la mettre cette semaine. C'est grand-papa Fournier qui était pépère chez lui quand il est devenu ministre. La notoriété. Ils parlent tous de moi, là. Mais oui. Et ses mauvais côtés. Créer des remous. Tiens, c'est bien. Je croyais faire l'unanimité. Il y a un type qui m'en veut. Je suis content. Au moins, ça prouve que j'ai raison. D'autant que lui aussi a été un peu pris de court par l'annonce de la composition du gouvernement. J'ai appris ça dimanche soir. Hein. Comment ça ? T'apprends dimanche soir. À la télé ? Oui. Que vous êtes nommé ministre ? Oui. Monsieur Le Cornu, vous n'avez pas prévenu ? On avait discuté 2 jours avant, mais il y avait rien. Non, j'étais prévenu. Non, c'est la télé. Vous l'avez découvert à la télé ? Oui. Et comment Puis ça intéresse. Comment je réagis ? Voilà.
Ma femme était très intéressée puisqu'elle regardait un film sur une autre télé. Vous qui avez été longtemps une image à Canal+, on a l'impression d'être dans Groland en fait. Même Groland n'aurait pas. Mais vous savez ce que c'était le film en face ? Non. Les Tuches. Quelqu'un regardait les Tuches, c'est vrai. Je ne sais pas si c'est ce qu'elle regardait, mais j'ai entendu ce matin quelqu'un raconter ça. Ça aurait pu être un personnage de Groland. C'est hallucinant. Enfin, j'avais pas vu cette vidéo, pas entendu ça, mais c'est hallucinant. Enfin, mais il faut le voir en plus, oui, parce qu'il est complètement décalé par rapport à ce qu'on peut imaginer d'un politique. Et c'est vrai que souvent les ministres, vous me l'avez dit, souvent les ministres disent je l'ai appris à la radio, ou à la télé. Mais là, on a l'impression que mais il connaît en tout cas très très bien la ruralité. Et vous avez vu mon grand-papa Fournier, ça ne vous parle pas ? Non. Hibernatus, grand-papa Fournier. Oui, je mets des références. J'ai pas la ref. Oui, j'ai vu, comme disent les jeunes. Ça y est, vous pouvez me faire la même réponse qu'hier, Valérie. Demain, c'est quoi ? La Starac. C'est le grand retour de la Starac. Et c'est reparti. Le château Nikos, les nouveaux coachs, Papy pour le théâtre, Jonathan Jeanvrin pour la danse. Et hier, ils ont annoncé la tournée alors que les élèves sont pas entrés dans le château. Et vous pouvez déjà prendre votre place pour la tournée sans savoir qui y sera, puisque les élèves, mais vous pouvez déjà payer la tournée. Ça s'est joué presque complet toute la saison dernière. Donc là, ils ont décidé de lancer la tournée. Et ils ont lancé aussi la boutique de la Starac avec ce qu'on appelle le Starman, vous savez, le personnage qui tourne dans le générique. Vous pouvez avoir le t-shirt, la casquette et autres. Et pour finir, je vous ai mis le générique de la Starac. Allez, on se retrouve dans un instant pour parler de choses beaucoup plus sérieuses avec vous, Paul Moreira. Opioïdes, business et addiction, fentanyl, oxycontin, ces médicaments qui ont été détournés n'ont pas été détournés, ont été créés pour soulager la douleur et dont les créateurs savaient pertinemment quelles étaient les conséquences. À tout de suite. Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Sud Radio Média. L'invité du jour. L'invité du jour, c'est Paul Moreira, journaliste d'investigation, producteur, dimanche prochain à 21h05 sur France 5 et sur France TV. C'est important de dire qu'il y a le replay qui existe. On vous conseille vraiment de regarder ce documentaire Opioïdes, business et addiction. C'est dans le cadre de l'émission Le Monde en face, présenté par Aurélie Casse, absolument. Il y aura un débat à suivre. C'est un document qui revient sur l'oxycontin, sur le fentanyl, sur à la fois l'impact sociétal de ces médicaments et surtout le cynisme des acteurs impliqués. Donc c'est remarquable parce que vous avez réussi à interviewer aux États-Unis les acteurs et avoir même des documents qui normalement n'auraient pas dû être diffusés. Mais vous avez des témoins qui étaient au cœur du développement de ces médicaments. Moi, ce qui m'intéressait, c'était d'avoir les criminels. Parce qu'on avait eu beaucoup de films sur les victimes et ils étaient nécessaires, indispensables. Mais moi, je voulais savoir qui s'était mouillé, qui était responsable, qui avait vendu de la drogue de manière légale ou illégale aux Américains. Et en fait, aussi de révéler qu'il y a un petit problème du côté de la régulation de Big Pharma quand même. Parce que là, on met en cause les Sackler avec Purdue et Insys, qui est un autre labo. Mais il y en a eu des dizaines. Il y a eu Johnson & Johnson, il y a eu le Mallinckrodt. À un moment donné, les Sackler ont ouvert la voie. Vous êtes en train de me dire qu'il n'y a plus d'éthique chez les laboratoires ? Alors, c'est ce que dit Paul Pelletier, qui est donc un haut fonctionnaire du ministère de la Justice américain. Cette histoire a changé sa vie. Le mec, il a démissionné du département de la justice. On le voit, c'est un type. D'ailleurs, ça m'a touché parce qu'en fait, je me disais, ce type, c'est un fonctionnaire, tout ça. Et puis en fait, la colère l'a tellement envahi que c'est devenu sa croisade, quoi. Et il est vraiment furieux. Il veut que ça change. Il manifeste. Il raconte tout ce qu'il sait parce que un premier procès a été bloqué, il faut le savoir. En 2007, tout aurait pu s'arrêter. On aurait sauvé des centaines de milliers de vies. Il y a eu intervention à haut niveau du gouvernement, dans le gouvernement américain. Qui était dirigé par qui ? Qui était à l'époque dirigé par... C'était Bush. C'était en 2007. Et lui, il a laissé faire alors. Et Bush a laissé faire. Mais il faut préciser, parce que j'ai un auditeur qui nous dit, ça m'étonnerait que ceux qui ont créé le fentanyl voulaient empoisonner les gens. C'est un médicament qui a été détourné. Non, il n'a pas été détourné.
pour se droguer. Au départ, c'est un antidouleur et ils savaient exactement les conséquences qu'auraient ces médicaments. Ouais, alors, le fentanyl, votre auditeur a raison sur un point, c'est que, enfin, moi j'ai des amis qui sont urgentistes, j'en ai parlé avec eux, ils disent, heureusement qu'on l'a, le fentanyl, quand on a des gens en état de grande douleur ou des cancéreux en fin de vie. Mais enfin, c'est une population extrêmement réduite pour laquelle ces médicaments sont miraculeux. Ce qui s'est passé avec l'épidémie des opioïdes, c'est que les vendeurs, les représentants médicaux ont réussi à convaincre les médecins qu'il fallait le prescrire pour des gens qui avaient mal au dos. Ouais, c'est ça. Qui avaient des lumbagos, qui avaient rien, qui disaient j'ai un peu mal et boum, on leur prescrivait de l'Oxycontin ou du fentanyl. Et là, ça va pas du tout parce que vous créez une immense population d'addicts. Et ce qui était le but de ces labos, et c'est ce que vous montrez en particulier avec Purdue, avec des choses ahurissantes, donc McKinsey, Publicis aussi qui sont impliqués, avec McKinsey, on peut dévoiler peut-être un petit peu, moi j'avoue que je suis restée scotchée, McKinsey qui avait conseillé au laboratoire de proposer aux médecins $7 000 par mort, c'est ça c'est un peu un spoiler, mais puisqu'on y est, on y va. Allez, c'est un petit spoiler, mais ça va donner envie aux gens de regarder, parce que c'est une des découvertes. Une des découvertes. En fait, Maura Healey, qui est un des personnages principaux du documentaire, c'est une procureure, une fille formidable, qui à un moment donné s'est dit, moi j'y vais maintenant, j'y vais avec une équipe et je fouille les documents, et dans les documents, elle trouve McKinsey et Publicis. Publicis, qui je le rappelle, est une agence de publicité française. Et c'était secret. Et là, elle voit toutes les méthodes proposées par McKinsey pour multiplier les ventes, pour turbocharge, c'est le mot anglais, c'est turbocharger les ventes. Et parmi ces idées, il faut rassurer les pharmaciens en disant, OK, il y a des morts par overdose, on est au courant, c'est regrettable et ça vous fait perdre un client. Mais si il y a un client qui meurt, on vous propose $7 000 par client. C'est totalement folle. Tellement folle que les Sinclair ne vont pas l'adopter. Parce qu'on est là, on explose le cochonnet. Comment on réalise un documentaire comme celui-là? Vous avez dit, ça prend 1 an et demi à peu près. Oui, ça a pris 1 an et demi. Il m'a dit ça. En fait, il y a eu un temps d'enquête à peu près de 7-8 mois. Et du tournage assez rapidement, finalement, parce qu'une fois que les gens avaient dit oui, c'est 20 jours de tournage. Mais c'était compliqué de les convaincre ou pas? Je vois en particulier celle qui a été commerciale de ce produit. Alors elle, c'était pas le plus dur, mais le responsable du réseau d'usine à pilules, lui, il sortait de prison, en fait. Et la procureure aussi. Et la procureure. La procureure, elle est incroyable. Très difficile à avoir, tout simplement parce qu'elle est devenue gouverneure du Massachusetts et que c'est un des personnages politiques importants du pays. Donc elle m'a dit oui tout de suite sur le principe. Et après, ça m'a pris 6 mois à avoir arriver à avoir le rendez-vous. Paul Valéry, je vous propose. Paul Valéry, je le préfère. Alors, Valéry et Paul, je vous propose d'écouter la bande-annonce. Inédit sur France Télévisions. Il savait que des gens mouraient à cause de leur drogue. Il y a 30 ans aux États-Unis, la famille Sackler met au point une pilule antidouleur. Ils ont manipulé toute l'industrie pour faire croire que ce produit était sûr. Provoquant la dépendance de millions d'Américains. Des pilules. Il me faut des pilules. Et provoquant la mort de plus d'1 million d'entre eux. Je ne savais pas. On mentait aux médecins sans savoir qu'on leur mentait. On a été formés à la manière de les aborder. Les toxicos, ça nous a rapporté beaucoup d'argent. Opioïdes, business et addiction. Un documentaire suivi d'un entretien mené par Aurélie Casse avec le réalisateur Paul Moreira. Dimanche soir à 21h05 sur France.tv et sur France 5. C'est incroyable comme phrase et quel cynisme de dire les toxicos nous ont tellement rapporté. Ouais, c'est Chris George qui sort de 11 ans de prison et c'était le directeur d'un réseau de clinique de la douleur, où en fait les gens venaient acheter de la drogue. Je voulais dire un truc quand vous posez la question du temps que ça prend. On a pris énormément de temps avec Ludovic Gaillard, qui était le directeur artistique, donc bien plus qu'un monteur, à se demander comment on allait compresser 30 ans d'histoire en 2 heures. Parce que c'est 30 ans, en fait. Ça commence en 95 et ça finit là, il y a 3 mois, en fait, quand finalement les Sackler accepte de payer 7 milliards 300 millions de dommages et intérêts. Mais ce qui n'est rien par rapport, vous le dites dans le doc, par rapport aux milliards qu'ils ont gagnés. Pour éviter d'aller en prison. Ils ne feront pas un jour de prison. Leurs noms ont été retirés dans les différents musées parce qu'ils c'était de grands mécènes, ou même au Louvre. C'est comme ça qu'ils achetaient leur notabilité. Vous voyez, on disait, mais c'est des gens formidables, etc. Et donc, on s'est beaucoup pris la tête. Et puis, de rendre ça excitant à regarder, j'espère. Ça l'est, franchement, c'est...
Oui. Est-ce qu'en France, on a été moins atteint, mais est-ce qu'ils ont essayé de pénétrer le territoire français ? Oui. Alors on le raconte aussi dans le film, ils ont essayé de pénétrer l'Europe. En fait, le verrou pour eux c'était l'Allemagne. Donc ils ont essayé auprès des régulateurs allemands de faire que l'Oxycontin, donc qui est en gros de l'héroïne, c'est un autre mot pour héroïne, que l'Oxycontin puisse être prescrit par téléphone. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du délire. C'est-à-dire que vous appelez votre toubib, votre médecin de famille, et vous dites « j'ai un peu mal au dos ce matin, est-ce que vous pourriez me prescrire de l'Oxycontin ?» Ok, je vous envoie l'ordonnance par mail ou par courrier, quoi. Et ils ont échoué. Il faut le dire, l'Europe a tenu. L'Europe a des dispositifs un peu plus solides de régulation. Et là-dessus, parfois on s'en plaint. C'est ce que dit le médecin français que j'interviewe, Jacques Pouille-Maillot, qui dit c'est vrai que parfois c'est ennuyeux, quoi. Il faut remplir beaucoup de paperasse et tout. Mais à la fin, ça nous a protégés. Mais il y en a qui circulent quand même en France. Il y en a mais sauf que c'est pas prescrit. C'est pas prescrit de manière beaucoup plus stricte, quoi. C'était beaucoup plus Est-ce que c'est totalement éradiqué aux États-Unis désormais ? Oui. Oui, c'est-à-dire que les gens qui le reçoivent, là, cette fois-ci, ils le reçoivent pour les bonnes raisons. Et donc, d'ailleurs, il y a eu une petite baisse des overdoses, mais maintenant, ce qui a remplacé l'Oxycontin et les produits opioïdes proposés par Big Pharma, c'est tout simplement les narcos mexicains. Bien sûr. Juste, Valérie, pour préciser, parce qu'on en a beaucoup parlé dans l'émission, si vous avez des problèmes de drogue, il y a Drogue Info Service sur la drogue. Vous pouvez les contacter au 0800 23 13 13. Voilà, on est obligé également de dire que vous pouvez contacter Drogue Info Service. Il y a des services d'addictologie évidemment un peu partout dans les hôpitaux. À voir la série Painkiller également sur Netflix, et puis le livre, là c'est l'Empire de la douleur, qui retrace toute l'histoire de la famille Sackler, qui finalement s'en est quand même pas mal sorti au final. Ils n'ont pas fait un jour de prison. Ils n'ont pas fait un jour de prison, c'est ça qui est dingue. J'ai récupéré les vidéos du congrès américain avec ses congressistes. Il y a notamment un type que je suis tout le temps, parce qu'il est sur toutes les affaires que je traite, il est là. Il s'appelle Peter Welch, c'est un démocrate du Maine. Et il dit à une des personnes du conseil d'administration, une des Sackler, il leur dit vous savez, vous connaissez El Chapo? Elle dit j'ai lu des articles et tout. Elle dit en fait il a vendu moins d'opioïdes que vous, et il est en prison pour toujours, et vous ferez pas un jour de prison, et on est nombreux à penser que c'est injuste, en fait. Une prochaine enquête? C'est sur un autre produit addictif, mais j'en parle pas pour l'instant. Vous reviendrez nous en parler quand ce sera fait. Donc c'est à voir absolument dimanche soir sur France 5, Opioïdes, Business et Addiction. C'est également sur la plateforme de France.tv. C'est vertigineux, c'est addictif pour le coup, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'on a envie de comprendre et d'écouter tous ces témoignages qui sont hyper puissants, de ce médecin lanceur d'alerte qui lui-même en a prescrit, et de cette femme qui raconte comment elle a été contrainte par la vie d'en vendre. Mais vraiment bravo Paul Moreira, et on se retrouve nous lundi. Très bon week-end. On parlera de cuisine. Et tout. Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman.